Bonsoir et bienvenue dans la ville sous l'eau, partie 2. Au cours de cette histoire, nous allons suivre les traces de Nichelle, la commandante de l'unité spéciale des fonds marins, le temps d'une mission très spéciale. Installez-vous confortablement sous votre couverture et préparez-vous à passer une merveilleuse nuit de sommeil. Lorsque vous êtes confortablement installé, fermez les yeux. Une légère lumière dorée éclairait le visage de Nichelle, qui était en train de se réveiller. Pendant quelques instants, elle se demanda où elle se trouvait. Elle s'attendait presque, au moment d'ouvrir les yeux, à se retrouver allongée sur une plage de sable blanc, des mouettes dessinant des cercles au-dessus d'elle et des vagues turquoises s'écrasant sur le rivage. Mais elle n'était pas sur une plage. Elle se trouvait plus de 1500 mètres sous la surface de l'océan Atlantique. La lumière dorée qui éclairait son visage ne provenait pas du soleil, mais d'un éclairage artificiel conçu pour imiter la lumière naturelle dans la ville sous-marine de Kryménos. Nichelle sortit de son lit et posa ses mains sur le rebord de la fenêtre. Elle leva les yeux vers le dôme qui entourait la ville de 3 millions d'habitants. Au sommet du dôme, une boule brillante éclairait les bâtiments de style gothique tout autour d'elle. La lumière qui émanait de la boule ressemblait tellement à celle du soleil que Nichelle oubliait parfois qu'elle se trouvait sous l'eau, jusqu'à ce qu'elle observe le ciel. À la place des nuages, une eau d'un bleu éclatant regorgeait de vie aquatique. Nichelle s'habilla en écoutant les oiseaux qui chantaient dans les arbres derrière sa fenêtre. Ce n'étaient pas de vrais oiseaux, mais des enregistrements provenant d'un haut-parleur caché dans un chêne. Elle se prépara pour sa mission du jour en sifflant. Au cours des 6 dernières années, Nichelle avait gravi les échelons au sein de l'unité spéciale des fonds marins. Aujourd'hui commandante, elle était chargée de surveiller la flore et la faune qu'abritaient les biosphères à proximité de Kryménos. La ville sous l'eau, unique en son genre, était un succès et continuait à se développer au-delà de toutes les attentes. Des centaines de zones de culture d'algues géantes avaient été plantées autour de la ville. Dans chacune d'entre elles, d'innombrables rangées d'algues se dressaient au-dessus du sol océanique, en se balançant doucement au gré des courants marins. Une fois par an, les algues étaient récoltées et expédiées vers des pays en développement où elles étaient utilisées comme source durable de nutriments. Au cours des dernières décennies, les 32 pays fondateurs de Kryménos avaient construit des fermes dans les biosphères qui environnaient la ville. Chaque ferme était autosuffisante et créait même plus d'énergie qu'elle n'en avait besoin. Encore quelques années, et la ville n'aurait même plus besoin d'importer de nourriture depuis le monde d'au-dessus. Toute son énergie serait également produite par ces biosphères. Nichelle n'était pas responsable de ces fermes. Elle était sous la responsabilité du département de la mariculture. Le projet qui l'occupait actuellement se trouvait derrière elle, au-delà des jungles de récifs de corail multicolores qui entouraient la ville, derrière les immenses montagnes sous-marines, presque aussi grandes que le mont Everest. En 50 ans d'existence, la ville sous-marine de Kryménos avait révolutionné le monde. Grâce à elle, les projets de construction de biosphères se multipliaient.
Ces micro-ondes, en forme de bulles, renfermaient des paysages, des villes et des cités des 4 coins de la planète. En moins d'1 heure, Nichelle pouvait visiter les 7 continents. Elle pouvait admirer des girafes dans la plaine africaine du Serengeti, des oslots dans la forêt tropicale amazonienne et des harfans des neiges dans la toundra du nord du Canada. Elle pouvait observer des séquoias de plusieurs dizaines de mètres de hauteur, des rangées de cerisiers en fleurs et des cactus qui ne poussent normalement que dans les régions les plus isolées du Sahara. Sa mission consistait à veiller au bon développement de tous ces écosystèmes. Nichelle quitta son domicile, situé dans un quartier de la ville, bâti sur les plans de Prague, en République tchèque. Son appartement avait été construit de telle sorte qu'il semblait dater des années 1800. Pourtant, il était plus jeune qu'elle. Tout en fermant la porte derrière elle, elle leva les yeux vers le dôme de verre. De l'autre côté, elle aperçut une baleine à bosse qui se promenait dans l'eau, les yeux rivés à travers la vitre sur ce nouveau monde étrange. L'imposante créature resta là quelques instants avant de s'éloigner tranquillement. Dès qu'elle fut partie, un gigantesque banc de petits poissons fluorescents qui brillaient comme des étoiles vint prendre sa place. En nageant, ils formaient des constellations en mouvement au-dessus de la ville avant de disparaître complètement. Nichelle marchait le long des rues pavées. Une charrette, tirée par un cheval rempli de touristes joyeux en train de prendre des photos, passa devant elle. Le bruit des sabots sur les pavés résonnait entre les bâtiments. Elle poursuivit son chemin jusqu'à atteindre une rivière étroite sur laquelle des canards se laissaient paresseusement porter par le courant. Elle traversa un pont en pierre pour arriver dans l'un des quartiers les plus modernes de Krymenos. Elle se trouvait dans le quartier aménagé d'après les plans de Séoul, en Corée du Sud. Elle leva les yeux vers le sommet d'un gratte-ciel en verre qui s'effilait à son sommet comme la queue d'un poisson. L'immeuble avait été construit au milieu d'une mer de tours d'habitations blanches, toutes identiques. Non loin des bâtiments étincelants, elle longea le parc olympique, érigé pour les Jeux de 1988. À l'entrée du parc se tenait un portail sur lequel étaient peints les 5 anneaux olympiques. Derrière la porte, Nichelle aperçut un jardin orné de rangées de roses jaunes, rouges et roses. Même d'ici, elle pouvait sentir le parfum des fleurs. Quelques minutes plus tard, elle atteignit le quartier général de l'unité spéciale des fonds marins, un bâtiment moderne en forme de pyramide, devant lequel se trouvait un étang. Elle longea le bassin dans lequel nageaient des carpes koi orange aussi grosses que son avant-bras. Chaque matin, à 9h30, Nichelle avait rendez-vous avec le capitaine Elena, qui lui présentait ses missions pour la journée. Elena était capitaine de l'organisation depuis 20 ans. Ses cheveux blancs étaient attachés en une tresse serrée qui lui arrivait au milieu du dos. Elle portait autour du cou une chaîne en or, au bout de laquelle pendait un coq en liège peint en rouge et vert. C'était la seule chose qui laissait deviner qu'elle avait grandi dans les paysages vallonnés du Portugal avant de venir s'installer à Krymenos. « J'ai une mission spéciale pour toi aujourd'hui », lança la capitaine à Nichelle qui entrait dans le quartier général. Elle lui tendit une enveloppe remplie de papiers et une liste de tâches.
Michel consulta les dernières informations. Un plongeur avait trouvé un morceau de plante accroché à sa combinaison, provenant apparemment d'une nouvelle espèce. Le capitaine Helena tendit à Michel un flacon transparent qui contenait une feuille. Michel saisit le flacon et le leva devant ses yeux pour mieux observer le morceau de plante. Il était épais et dur et ressemblait à un croisement entre un cactus et un aloe vera. Il semblait changer de couleur selon l'angle par lequel on le regardait. À première vue, la feuille était rouge-violet, mais elle prit ensuite une teinte bleutée, puis orange-rouille. On ne savait pas vraiment où poussait cette plante, mais il était possible qu'elle se trouve dans l'une des biosphères les plus éloignées de la ville. Michel sortit du bâtiment pour retrouver ses deux lieutenants, Jacob et Niran, à côté de l'étang à carpes. Ils travaillaient tous les trois ensemble depuis près de 2 ans maintenant. Jacob venait de République tchèque. C'était un homme brillant, spécialisé en bio-ingénierie, et il jouait un rôle essentiel dans la conception des biosphères autour de Kryménos. Niran, lui, était né dans la ville. Ses parents étaient arrivés de Thaïlande bien avant sa naissance. Il faisait partie de la première génération d'étudiants diplômés de l'Université sous-marine des sciences et de technologie de Kryménos. Michel présenta à ses collègues leur nouvelle mission. Après avoir élaboré un plan pour trouver cette nouvelle plante, ils se mirent en route et longèrent les mares et les bonsaïs parfaitement taillés qui ornaient les parcs du quartier de Tokyo. Michel était toujours émerveillé par la ressemblance frappante entre les quartiers de Kryménos et leurs modèles au-dessus de l'eau. En dehors de sa ville natale, New York était la seule ville qu'elle avait déjà visitée lors d'un voyage scolaire avec le collège. Alors qu'ils entraient maintenant dans le quartier de Manhattan, elle compara la réplique de la ville avec son original. Aussi loin qu'elle s'en souvenait, les deux étaient quasiment identiques. Les mêmes appartements en briques avec leurs escaliers sinueux, les mêmes enseignes lumineuses de pizzeria et les mêmes gratte-ciel étincelants lui donnaient le sentiment de se trouver au centre du monde. Ils passèrent devant le siège des Nations Unies, un grand bâtiment tout plat qui ressemblait à une tablette géante posée à la verticale. Les Nations Unies avaient établi leur QG à Kryménos en 2350. Le lieu est parfaitement neutre, puisque la ville sous l'eau était l'un des seuls endroits sur Terre qui n'était rattaché à aucun pays. La ville avait d'ailleurs accueilli plusieurs organisations internationales au cours des dernières décennies. Alors qu'il passait devant l'Empire State Building, Michel repensa à son arrivée à Kryménos. Son père était originaire de Nairobi, au Kenya, et sa mère venait d'un petit village du Ghana. Tous deux avaient immigré à Miami, en Floride, où elle avait grandi jusqu'à l'âge de 16 ans. Ils avaient ensuite voyagé jusqu'à Londres, en Angleterre, où ils avaient embarqué sur un ferry pouvant accueillir près de 10 000 passagers. Le gigantesque bateau avait longé les côtes du Portugal, puis les côtes ouest de l'Afrique. Elle se rappelait encore l'odeur de l'air salin, debout sur la proue du navire, face à l'eau scintillante qui s'étalait à perte de vue dans toutes les directions. Tout au long du voyage, ses parents lui avaient raconté des histoires sur leur enfance en Afrique
qui avait titillé son imagination. Enfin, les contours d'une île étaient apparus à l'horizon. En posant le pied au sol, elle avait eu l'impression d'être arrivée quelque part dans les Caraïbes. Elle entendait encore le reggae qui résonnait dans les rues animées, tandis que les gens profitaient du soleil de midi sur les terrasses des restaurants et sentaient encore l'odeur omniprésente des fruits de mer fraîchement grillés. Son père lui avait alors expliqué qu'il ne se trouvait pas du tout sur une île. Il flottait au-dessus de la ville de Kryménos, là où les bateaux faisaient descendre leurs passagers. Le port flottant était relié à la ville sous-marine par une série d'ascenseurs qui plongeaient sous l'eau. Ils avaient passé la nuit dans un hôtel flottant. À travers la fenêtre, Nichelle avait observé des bancs de minuscules poissons brillants qui s'agitaient dans tous les sens. Elle avait tellement hâte de voir la ville qu'elle n'avait presque pas fermé l'œil de la nuit. Le matin suivant, Nichelle et ses parents avaient pris la direction de la station au milieu de l'île flottante. Vu de dehors, le bâtiment ressemblait à une grande gare ferroviaire avec un toit en verre étincelant. Ils avaient passé leur passeport dans un portillon électronique. La porte avait bipé, le portillon s'était ouvert et ils avaient emprunté un long escalator qui les avait menés plus bas vers le centre de la station. Ils étaient alors arrivés dans un lieu qui ressemblait à un quai de gare, à ceci près qu'à la place des rails se trouvait une rangée interminable d'ascenseurs. Ils avaient trouvé celui qui correspondait au numéro indiqué sur leur billet et avaient appuyé sur le bouton pour descendre vers leur nouvelle vie. Elle se remémora le moment où l'ascenseur avait disparu dans l'obscurité sous la structure de l'île flottante. Elle se souvint du sentiment de nervosité qu'elle avait ressenti à ce moment-là. Quel monde étrange allait-il découvrir en dessous? Reverrait-elle un jour le soleil? Arriverait-elle à se faire des amis dans ce monde sous-marin? Mais l'obscurité s'était vite estompée, doucement remplacée par les reflets bleus de l'océan. Elle se rappela avoir vu un banc de minuscules poissons multicolores, pas plus gros que son petit doigt, encercler brièvement l'ascenseur. Ils avaient changé de couleur comme des caméléons, avant de s'éparpiller dans les profondeurs de l'océan. Puis, c'est un dauphin à la peau toute rose, aussi gracieux que curieux, qui était venu frotter son nez contre la vitre à l'endroit où Nichelle avait posé sa main. Le dauphin les avait suivis pendant leur descente, et cela l'avait beaucoup fait rire. Plus ils s'enfonçaient sous la mer, plus l'océan prenait des allures magiques. Ils avaient croisé des tortues 2 fois plus grosses qu'elles, une pieuvre phosphorescente et un nombre incalculable de poissons. Elle s'était presque attendue à voir une sirène aux écailles scintillantes et aux cheveux ondoyants passer devant eux. Elle se rappela le moment où ils avaient atteint le fond. Les portes s'étaient ouvertes sur le hall d'un bâtiment au sol en marbre, dans lequel des guirlandes de lumière étaient accrochées au plafond. Ils étaient arrivés dans la ville sous l'eau. Une fois dehors, elle avait compris que le bâtiment qu'elle venait de quitter était une réplique de l'Empire State Building et qu'il se trouvait maintenant dans les rues de New York. À sa grande surprise, il faisait aussi jour dans la ville sous l'eau
que dans le monde d'au-dessus par une belle matinée ensoleillée. Tandis qu'elle repensait à tous ses souvenirs, Nichelle traversa avec ses lieutenants un pont en pierre qui enjambait une mare dans laquelle des cygnes noirs et blancs flottaient tranquillement. Ils arrivèrent très vite devant une station de tramway et montèrent à bord d'un wagon qui les emmena vers le quartier de la ville bâti sur les plans de Lisbonne. La lumière dorée du soleil artificiel se reflétait sur les toits couleur rouille des bâtiments. Les airs mélancoliques du fado, une musique traditionnelle portugaise, s'évanouissaient derrière eux, alors que le tramway continuait son trajet à travers les différentes parties de la ville. Ils contournèrent le Colisée, glissèrent sous ses arches dorées et arrivèrent devant Big Ben, juste à temps pour entendre ses cloches sonner 10 heures. Le tramway poursuivit sa route vers l'extérieur de la ville, traversa le tohu-bohu de Shanghai, passa devant les temples anciens d'Osaka et arriva enfin au terminus de Dakar. De là, le trio se dirigea vers le bâtiment de déploiement de l'unité spéciale des fonds marins, situé au bord du complexe. Ils pénétrèrent dans un sas où les attendait un sous-marin jaune 3 places, orné d'une bande bleue qui traversait la carrosserie en son milieu. Nichelle, Jacob et Niran s'installèrent sur leur siège pour commencer leur exploration à la recherche de la mystérieuse plante. « C'est parti », lança Nichelle en démarrant le moteur. L'eau commença doucement à remplir le sas, jusqu'à recouvrir entièrement le sous-marin qui se lança dans l'eau en ronflant. Les poissons nageaient dans l'eau turquoise tout autour d'eux. Une raie manta se faufila devant leur pare-brise. Elle s'inclina dans l'eau et son corps tout plat ressemblait à un cerf-volant pris dans un courant d'air. Peu de temps après, ils arrivèrent au milieu d'un banc de poissons noirs, avec des nageoires bleu néon. Ils auraient bien été incapables de dire combien de poissons ils avaient devant eux. Peut-être bien des milliers, voire plus. Chacun d'entre eux ressemblait à une cellule d'un organisme géant. Nichelle fit virer le sous-marin vers un récif de corail fuchsia éclairé par les rayons du soleil qui transperçaient l'océan. Un nombre incalculable de minuscules poissons allaient et venaient dans le récif, et Nichelle aperçut un petit poisson clown caché derrière une branche de corail qui ouvrait et fermait la bouche en fixant des yeux le sous-marin. Nichelle ne savait pas dans quelle biosphère pouvait bien se trouver la plante, mais elle misait plutôt sur l'un des dômes construits tout récemment. Ils allaient donc devoir visiter plusieurs de ces biosphères. Comme Kryménos, chaque biosphère se composait d'un épais dôme de verre qui renfermait une copie exacte d'une région du monde. Chaque bulle contenait un morceau de paysage ou une ville d'un des 7 continents. Ils longèrent le récif et continuèrent leur route jusqu'à apercevoir la première de ces biosphères étincelantes. Elle ressemblait à une boule de neige sous-marine qui renfermait un morceau de l'outback australien. Lorsqu'ils s'approchèrent de la bulle, un sas s'ouvrit automatiquement pour les laisser entrer. Une fois la porte refermée derrière eux, l'eau quitta le sas dans un bruit qui rappelait à Nichelle le bruit d'un siphon dévié.
Nichel et ses lieutenants sortirent du sous-marin et pénétrèrent dans la biosphère. Lorsqu'ils franchirent la porte, ils arrivèrent sur une route sableuse, couleur cuivre, qui serpentait jusque loin devant eux. La route était bordée de petites fermes en bois qui semblaient presque sur le point de s'écrouler. En réalité, elles avaient moins d'1 an, mais elles avaient été conçues pour former une scène typique de l'arrière-pays australien. Après une courte marche, ils arrivèrent devant un buggy. Ils grimpèrent dedans et suivirent la route cahoteuse, tandis qu'un nuage se formait au-dessus de leur tête. Tout autour d'eux, des champs remplis d'herbes hautes s'étalaient à perte de vue, animés par les bruits aigus des criquets et d'autres insectes. Un kangourou jaillit gaiement d'un buisson et s'arrêta pour les regarder passer. Une volée de perruches ondulées qui chantaient à l'unisson passa dans le ciel, qui vira un court instant au vert avant d'aller se poser sur la berge d'une rivière boueuse pour se désaltérer. Nichel dirigea le buggy en haut d'une colline rocheuse qui offrait un point de vue bien dégagé, et ils sortirent tous les trois du véhicule. Elle s'agenouilla et prit une poignée de terre qu'elle déposa dans un sac. Elle le rapporterait au laboratoire de Crimenos pour que les scientifiques puissent analyser sa composition microbienne. À première vue, l'écosystème était en plein développement. La seule chose qui laissait voir qu'il ne se trouvait pas réellement en Australie, c'étaient les poissons et les algues qui remplaçaient les nuages dans le ciel bleu. Une légère brise provenant des ventilateurs, simulant le vent naturel, vint chatouiller le visage de Nichel. Elle remplit ses poumons d'air sec en se demandant si l'air était exactement le même en Australie. Elle se dit qu'elle aimerait bien visiter le pays un jour pour voir si le paysage qu'elle avait devant les yeux était vraiment fidèle à son original. Niran leva son appareil photo et prit une photo de l'horizon pour rendre compte de la prospérité de l'écosystème. Mais ils ne virent aucun signe de la plante mystérieuse et ils décidèrent donc de retourner vers leur sous-marin. En se lançant à nouveau dans l'océan, ils croisèrent un groupe de 3 belugas. Ils étaient tous aussi gros que le sous-marin et leur peau lisse était blanche comme de l'ivoire. Ils nagèrent auprès du sous-marin sans trop y prêter attention avant de disparaître dans les eaux d'un bleu intense. Nichel et ses lieutenants prirent la direction de la biosphère suivante sur la liste. Sur leur trajet, ils passèrent devant les dômes tout neufs, inspirés par la Polynésie et la Nouvelle-Zélande. Nichel fixa son regard vers les fonds marins, tandis qu'il frôlait le sommet d'un dôme refermant une île tropicale. Une plage de sable faisait tout le tour de l'île. Une fine bande d'eau s'écoulait entre le bord du dôme et la plage recouverte de mouettes et d'autres oiseaux de mer. La bulle suivante était encore en construction, mais tout en bas, Nichel pouvait apercevoir la ville à moitié construite d'Auckland. Sous le dôme, une grue déchargeait de grosses plaques en bois sur un quai où des ouvriers s'attelaient à les mettre en place. Derrière le quai, des bureaux à moitié terminés se dressaient devant des collines d'herbes vallonnées remplies de moutons. Enfin, ils aperçurent leur prochaine destination. Encore une fois, ils entrèrent dans un sas qui les mena vers un paysage verdoyant et luxuriant.
Alors qu'ils progressaient à travers les buissons, ils entendirent le bruit aigu d'une cigale résonner au-dessus de leur tête. Après plusieurs minutes de marche à travers la jungle, ils arrivèrent sur une plage. Au milieu de la mer artificielle se trouvait un archipel d'îles rocheuses, bordées de falaises sur lesquelles poussaient des arbres. « On dirait l'île d'où viennent mes parents », dit Niran avant de lever son appareil pour prendre une photo. Il enleva ses chaussures en souriant, suivi par Nichelle et Jacob. La plage était remplie de vacanciers venus de la ville voisine de Kryménos, qui bronzaient sous la lumière du soleil artificiel conçu pour bloquer les rayons UV dangereux. Les trois chercheurs marchèrent sur la plage au milieu des touristes et passèrent à côté d'un vieux catamaran accroché à un cocotier. « Vous voyez des signes de vie ?» demanda Nichelle aux deux garçons. « Oui, je crois que j'ai trouvé quelque chose », répondit Niran en riant. Nichelle se retourna et vit un singe à la fourrure raide et grise grimper sur la jambe de Niran. Il alla se percher sur son épaule et poussa un petit cri amusant. « Je voulais dire de la vie végétale », dit Nichelle en gloussant. « Des signes de notre mystérieuse plante. » Ils continuèrent à explorer la plage, prélevant des échantillons de sol ici et là et examinant la végétation qui poussait sous ce dôme. Jacob secoua un bananier et une grappe de fruits jaunes tomba au sol. Nichelle éplucha une banane et croqua dans sa chair molle et sucrée. Clairement, cette biosphère était également une réussite. Mais la plante qu'il recherchait ne semblait pas venir d'ici. Le trio regagna le sous-marin et poursuivit son périple. Ils passèrent devant une bulle pleine de champs de riz. Des hommes et des femmes portant des chapeaux chinois déambulaient à travers les rangées humides pour faire la cueillette. Plus loin dans le dôme, ils aperçurent des collines recouvertes de fleurs blanches et jaunes qui se balançaient doucement au gré du vent. Nichelle ralentit le moteur pour admirer la biosphère suivante, qui contenait un lac recouvrant presque toute la surface au sol. L'eau était si claire et immobile qu'il pouvait voir les cailloux qui tapissaient le fond. Des nénuphars flottaient au bord du lac et certains d'entre eux portaient des fleurs de lotus magenta qui se reflétaient dans l'eau immobile. Un temple abritant un Bouddha géant en or trônait au milieu du lac. Nichelle imaginait l'odeur fraîche de l'air brumeux à l'intérieur de la biosphère. Ils passèrent devant d'autres dômes renfermant des paysages de l'Asie. De longues rangées de fleurs couleur pastel du nord du Japon, des forêts de bambous de la Chine centrale et des petites communautés du désert isolées dans un décor du Moyen-Orient. Ils arrivèrent ensuite devant un groupe de biosphères contenant des paysages d'Europe. Ils passèrent au-dessus des montagnes enneigées des Alpes suisses, peuplées de bouquetins à poils longs, puis devant les falaises de calcaire et les forteresses qui bordaient le petit pays méditerranéen de Malte, et enfin devant un petit village autrichien niché au bord d'un lac cristallin. Ils passèrent au-dessus d'une bulle remplie de petites îles grecques, avec des falaises rocheuses recouvertes de bâtiments blancs et bleus céruléens.
Les maisons semblaient vides, mais Nichel imaginait des enfants courir le long des chemins sinueux qui menaient vers le haut des falaises et jeter des cailloux dans l'océan. Le groupe de biosphère suivant était son préféré. Elle reproduisait tout le continent africain, de la pointe de l'Afrique du Sud à la côte nord de la Tunisie, 8000 kilomètres plus au nord. Malgré la taille imposante du continent, le monde sous l'eau lui permettait d'en explorer chaque recoin en moins d'1 heure. C'était l'endroit idéal pour découvrir l'environnement natal de ses parents. Nichel et ses lieutenants entrèrent dans une biosphère qui abritait les plaines verdoyantes du Kenya. En admirant les hautes herbes aux reflets dorés qui tapissaient tout le sol du dôme, elle sentit immédiatement la chaleur sèche de l'air ambiant qui fit transpirer sa peau. Des éléphants et des girafes grignotaient les hautes branches des pins en forme de parasol qui recouvraient la savane. Des hippopotames paresseux bâillaient au bord d'une rivière boueuse qui serpentait au milieu de la biosphère. Nichel préleva un échantillon de terre et entendit le tintement métallique de l'obturateur de l'appareil photo de Niran, qui prenait des photos du paysage pour compléter le rapport de mission. Ils reprirent leur chemin à travers les herbes hautes, vers le sous-marin en écoutant les barrissements des éléphants au loin. Toujours aucun signe de cette mystérieuse plante. Ils continuèrent leur périple et longèrent d'autres biosphères qui abritaient des paysages du continent africain. Sous l'un des dômes, ils aperçurent une copie conforme du Kilimandjaro, avec son sommet plat recouvert de neige. Dans la biosphère suivante, une magnifique cascade s'écoulait d'une falaise rocheuse, dans une rivière agitée au milieu d'une canopée d'arbres pleureurs. Ils arrivèrent devant un dôme dont la surface ne laissait rien voir de ce qui se trouvait à l'intérieur. Le verre était givré et des bulles s'échappaient d'un générateur collé au dôme. Les 3 chercheurs pénétrèrent dans le sas et s'emmitouflèrent sous des manteaux d'hiver et d'épaisses écharpes. Nichel faisait de petits pas pour éviter de glisser sur la glace. L'air était aussi sec que sous la bulle du Kenya, mais la température était glaciale. Cela l'aidait à se détendre. Elle expira et un filet d'air froid se répandait devant elle comme un nuage de fumée. Il y avait peu de chances que la plante provienne de cette biosphère, mais c'était l'une des rares que Nichel n'avait encore jamais visitée. Au loin, des icebergs flottaient dans une eau bleu foncé. La neige qui les entourait étouffait tous les bruits, à l'exception du grondement occasionnel des morceaux de glace à la dérive et des cris de pingouins au loin. Les cris s'intensifiaient au fur et à mesure que les 3 membres de l'unité spéciale des fonds marins s'approchaient de la colonie d'oiseaux blancs et noirs. Les oiseaux ne montrèrent aucun signe de peur lorsqu'ils arrivèrent près d'eux. Ils étaient si imperturbables que Nichel parvint même à tendre une main vers l'un d'entre eux pour caresser ses plumes. Contrairement à leurs ancêtres, ils n'avaient pas à se soucier du blizzard ou des tempêtes de neige. Ils vivaient paisiblement en sachant que la météo
ne changerait pas. Nichel préleva quelques plumes pour les ramener au laboratoire et découpa un bloc de glace afin de l'analyser pour voir s'il contenait des micro-organismes. Le trio reprit son voyage pour se rapprocher davantage des coordonnées du mystérieux aloe vera en périphérie de la ville. Ils passèrent devant les magnifiques falaises en escalier du Machu Picchu. La lumière artificielle sous la bulle s'estompait pour simuler le coucher du soleil et diffuser des éclats dorés sur les ruines incas entre les pics des montagnes. Les sommets des montagnes aux alentours étaient cachés derrière des nuages de brume qui créaient des gouttelettes d'eau sur les parois de la biosphère. Les chercheurs prirent leur deuxième pause de la journée dans la jungle luxuriante de l'Amazonie. En entrant dans le sas, ils durent se battre avec les épaisses lianes et les branches basses des arbres qui pendaient à hauteur de leur visage. Après quelques minutes, les arbres s'éclaircirent pour laisser place à un sentier fait de plaquettes de bois tassées sur le sol. L'air était lourd et une épaisse couche de sueur se forma sur les bras de Nichel. Un animal rouge orangé se balançait aux branches d'un arbre au-dessus d'eux et s'arrêta pour les regarder passer. Le tamarin ressemblait à un croisement entre un singe et un lion. Très vite, il fut rejoint par quelques compères qui observèrent les visiteurs avant de repartir dans la forêt, aussi vite qu'ils étaient venus. Ils poussèrent une série de longs cris en se balançant de branche en branche avec des gestes précis. Nichel, qui observait l'un des arbres, aperçut une petite grenouille verte sur l'une de ses feuilles. Bien camouflée dans les feuilles de palmier, la grenouille était presque invisible. C'est seulement lorsqu'elle cligna des yeux que Nichel se rendit compte de sa présence. Elle préleva une poignée de feuilles et un peu de terre de la jungle, puis ils repartirent vers leur sous-marin. Les dômes sous-marins étaient de plus en plus espacés. Finalement, les chercheurs atteignirent les biosphères renfermant les paysages d'Amérique du Nord. Nichel admira le Grand Canyon, qui se faufilait entre les falaises rouges cuivre survolées par les vautours. Elle vit des forêts d'arbres si grands que des routes passaient à travers leurs troncs. Elle observa une petite communauté de pêcheurs qui vivaient dans un village d'une dizaine de maisons. Des casiers à homards étaient empilés en pyramide sur un quai. Le sous-marin frôla une bulle qui renfermait des paysages du nord canadien, sa toundra recouverte de ronces givrées. Nichel observa à travers le verre un troupeau de caribous qui broutait l'herbe tapissée de neige. Il n'avait plus qu'une biosphère à visiter. Elle se trouvait encore plus loin que la bulle qui renfermait la pointe nord de l'île de Baffin. Nichel augmenta au maximum la puissance des phares du sous-marin. Après plusieurs minutes, la dernière bulle apparut enfin dans leur champ de vision. C'était la plus grande expérience réalisée autour de Kryménos à ce jour. Au lieu de représenter une région de la planète, cette biosphère regroupait des éléments spécifiques de tous les continents. Les plages de sable blanc qui bordaient la sphère étaient parsemées de palmiers. L'étroite bande d'eau qui s'écoulait le long de la plage était parsemée d'îles rocailleuses recouvertes de dragonniers de Socotra, des arbres natifs de l'archipel du même nom au Yémen. Sur Terre, la majeure partie de l'île était tapissée d'une forêt de pins.
Les 3 chercheurs quittèrent leur sous-marin et marchèrent en direction de la forêt. L'odeur rafraîchissante des aiguilles de pin embaumait l'air frais. Après plusieurs minutes de marche, le long d'un sentier tapissé d'aiguilles de pin, Michel remarqua quelque chose de brillant dans une clairière devant elle. Lorsqu'elle sortit de la forêt, Michel n'en crut pas ses yeux. La mystérieuse plante qu'il recherchait se trouvait là, au milieu des arbres. Ses feuilles piquantes se déployaient à plusieurs dizaines de mètres de hauteur dans toutes les directions. Comme le morceau de plante que le capitaine lui avait montré, les feuilles semblaient changer de couleur sous ses yeux, passant par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel à chaque fois qu'elle clignait des yeux. Elle s'approcha de la plante et coupa un petit morceau de l'une de ses feuilles. L'appareil photo de Niran, qui s'empressait de capturer la scène, émettait une série de clics métalliques. Une matière claire et visqueuse coula de la feuille, et Michel en récolta une poignée qu'elle déposa dans un sac pour l'analyser plus tard. En récoltant son échantillon, elle fit tomber une goutte de sève sur sa main, à l'endroit même où elle s'était coupée lors d'une précédente mission. Aussitôt, sa coupure disparut complètement. Cette plante était magique. Elle allait bien pouvoir changer la vie des habitants de Kryménos, et peut-être même du monde entier. Enfin, ils avaient accompli leur mission. Le temps était venu pour eux de rentrer pour commencer les recherches sur cette plante médicinale prometteuse. Michel mit les gaz et le sous-marin laissa s'échapper un filet de bulles derrière lui, tandis qu'il se dirigeait vers Kryménos. Ils passèrent devant les biosphères, rentrèrent à Kryménos, puis se rendirent au QG de l'unité spéciale des fonds marins. De retour dans le bâtiment, Michel déposa ses échantillons au laboratoire pour que les scientifiques puissent les analyser le lendemain matin. Puis elle dit au revoir à ses 2 lieutenants. Elle rentra chez elle, longeant la rivière qui allait de Séoul à Chicago. Le soleil artificiel émettait des reflets couleur abricot sur l'eau tranquille et les bâtiments alentours. Elle déambula le long de la rivière en regardant le soleil se coucher. Lorsque la lumière artificielle s'éteignit complètement, les poissons phosphorescents de l'autre côté du dôme apparurent, formant des millions d'étoiles filantes dans le ciel. Elle arriva chez elle, prit une douche, mangea son dîner, puis s'allongea dans son lit pour observer les poissons à travers la fenêtre du toit de sa chambre. Elle imagina tous les endroits magnifiques qu'elle visiterait un jour à la surface de la planète. Les jungles d'Indonésie, les plaines d'Afrique, les îles des Caraïbes. Elle prit une profonde inspiration et expira lentement. En quelques secondes, elle s'endormit. Notre histoire est maintenant terminée. Dormez bien et faites de beaux rêves.